La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite, Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour, c'est une nouvelle découverte que nous faisons aujourd'hui. Je vous propose de découvrir The Sweet Devils. C'est un duo de luthistes installés à Bruxelles. Il y a quand même une question que je me pose. Joue-t-il un style folk du XVIIe siècle ou bien c'est de la musique classique? Allez, je les laisse se présenter à vous et peut-être que dans l'interview, vous aurez la réponse à cette question. Alors, folk ou classique? Moi, je m'appelle Maël Pire, donc là, je suis principalement luthiste. Je joue du luth renaissance. Dans le projet Sweet Devils, je joue du luth renaissance et de la guitare renaissance, donc avec Justin. Mais sinon, je joue aussi du théorbe, de la vihuela, d'autres sortes de luth, vraiment. Et alors, originellement, je suis guitariste classique, donc c'est quelque chose que je fais encore aussi très régulièrement. Bon, je donne cours, mais aussi j'ai des projets de concert avec des choses un petit peu panchroniques, bizarres. Voilà, en gros. Moi, je m'appelle Justin Glay, donc je joue aussi du luth renaissance au sein de Sweet Devils et aussi de la guitare renaissance. Je joue aussi de la viole de gambe et je construis des instruments. Donc j'ai construit le luth et la guitare que Maël utilise dans Sweet Devils. On parle de luth renaissance. Alors, quelqu'un peut donner une définition, expliquer un peu ce que c'est comme instrument? En fait, tout simplement, c'est le luth qui était utilisé à la période de la Renaissance. En fait, ça décrit surtout un type d'accord particulier, un nombre de cordes particulier. Donc là, les instruments qu'on utilise sont assez typiques de la période élisabéthaine. Donc c'est des instruments avec 7 chœurs, donc 7 cordes doublées. À l'inverse de la guitare qui a 6 cordes simples, le luth a des cordes doublées, comme le oud en fait arabe dont il dérive, on va dire. Ouais, on peut dire ça dérive. Ça dérive. Et donc voilà, c'était un instrument utilisé au XVIe et au XVIIe siècle. Et puis après, il a évolué vers le luth baroque qui a plus de cordes graves et un accord différent, le théorbe et tout ça. Et la guitare, c'est en fait une famille cousine du luth qui est apparue à peu près au même moment, au même endroit, avec un accord un peu différent et évidemment une forme différente. Mais le luth n'est pas l'ancêtre de la guitare du tout. C'est des instruments qui étaient... Cousin et contemporain, en fait. Contemporains, voilà, c'est ça. Donc intéressant aussi à mélanger puisque le son est un peu différent. Par rapport à la guitare, vu que dans le luth, vous me dites que ce sont des cordes doubles, est-ce que c'est plus difficile de jouer du luth que de la guitare? Difficile, je sais pas, c'est surtout très différent en fait, puisque effectivement il faut la façon de jouer, pincer les cordes est très différente puisqu'il faut pincer les deux à la fois et c'est plus délicat. Alors après, je sais peut-être Maël, comme tu joues aussi de la guitare. Ouais, alors sur le coup du plus délicat, je dirais pas vraiment ça, parce qu'en fait, la guitare aujourd'hui, il n'y a pas la guitare, parce que on a l'impression que c'est un instrument. Finalement, de nouveau, même aujourd'hui, c'est encore une famille d'instruments, parce que entre la façon dont on va jouer une guitare électrique, une guitare folk, une guitare 12 cordes, une guitare classique, une guitare flamenco, je vous dis pas toutes les différences qu'il peut y avoir. Donc si on veut comparer peut-être la comparaison qui m'est le plus facile pour moi qui joue les deux, la guitare classique moderne et le luth par exemple renaissance, il y a vraiment dans la guitare classique au fil des siècles il y a eu vraiment une réflexion sur, on est passé notamment du fait de jouer avec uniquement la pulpe des doigts, donc la chair du doigt, à maintenant la plupart des guitaristes classiques jouent avec les ongles, et dans une recherche de son très très brillant, parce que ça a été avec dans le sens de l'histoire de la musique finalement, les instruments sont globalement allés vers plus de brillance. Tandis qu'au luth renaissance, on joue avec les doigts, donc toujours avec la pulpe du doigt, pas du tout avec des ongles, et on cherche vraiment un son très très précis, très très direct, et surtout on cherche à faire résonner l'instrument en entier, je dirais. Globalement, même si avec la guitare évidemment on cherche à faire résonner pas seulement une partie de l'instrument, hein, mais dans le luth renaissance on cherche vraiment à maximiser le plus possible le son qu'on peut donner, puisque c'est un instrument qui à la base fait pas beaucoup de son, tandis qu'avec la guitare classique, la lutherie a évolué, on a des instruments maintenant beaucoup plus sonores, et donc il y a un travail sur l'étouffement du son éventuellement. Donc les deux techniques ont vraiment très fort divergé à partir d'un moment au niveau de la main droite surtout, et je dirais que c'est simplement que chacune a vraiment ses particularités. Je vais dire, un luthiste qui a jamais joué de guitare, bah, il va prendre la guitare, il va avoir un son pourri, hein, et un guitariste qui a jamais joué de luth, il va prendre le luth et il va avoir un son super naze. C'est vraiment deux techniques qui sont presque pas comparables en fait. Vous avez parlé de brillance, c'est-à-dire?
Ouais, alors là, c'est vraiment une notion de timbre, je dirais, sans rentrer vraiment dans les détails. Comment est-ce qu'on peut expliquer le concept de brillance? Waouh, chaud, pourquoi je me suis embarqué là-dedans? Le concept de brillance. Disons que si je joue un son, le son que vous allez entendre, vous avez l'impression par exemple d'entendre un mi parce que j'ai joué à un mi, mais il y a aussi toute une série d'harmoniques qui vont résonner en même temps, dont on n'a pas conscience d'entendre, mais un son qu'on entend, c'est toujours un mélange de plusieurs sons. Et la brillance, c'est ce qui est produit quand il y a beaucoup d'harmoniques qui viennent en même temps que le son, et pas n'importe lesquelles. En très gros et en très résumé. Donc s'il y a des profs de physique qui veulent venir me taper après ça, ils ont le droit. Mais en gros, c'est ça. Donc c'est chercher à donner une certaine couleur au son et pas une autre. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous avez eu envie de jouer du luth et pas du violoncelle ou de la guitare ou un autre instrument à cordes? Moi, c'est très drôle parce que comme j'ai commencé la musique avec le violoncelle moderne, donc je suis après passé par la viole de gambe parce que j'ai découvert cet instrument et j'ai vraiment adoré aussi le répertoire et le timbre justement de l'instrument. Et puis, chemin faisant, j'ai fait des concerts de musique renaissance, notamment avec des luthistes, et de nouveau, je suis tombé amoureux du luth, du timbre et aussi du répertoire. Et puis en fait, la viole de gambe et le luth, c'est à l'époque en gros le même instrument, l'accord est très très similaire. Et l'utilisation est très similaire, donc comme je jouais déjà de la viole de gambe, ça avait du sens pour moi de jouer du luth. Et Maël, je sais pas, toi qui viens de la guitare. Alors moi, c'est pas vraiment la même histoire. J'ai commencé par la guitare un peu par hasard parce que ma mère en jouait et que donc voilà, c'était pratique. Mais je me suis... Du coup, j'ai eu des influences très éclectiques comme ça dans les musiques que j'ai entendues et que j'ai jouées. Donc, j'ai aussi bien joué à un moment de la guitare électrique dans un garage avec une copine qui jouait de la batterie que de la musique qui était vraiment classique. Hein. J'ai beaucoup joué de la musique du 19e, du 20e siècle. Et puis... Par contre, la musique qui m'intéressait, je vais dire le moins, c'était la musique classico-romantique, qui n'est pas vraiment un moment de la musique qui est très riche pour la guitare en elle-même. Et par contre, les musiques des siècles encore bien avant, là de nouveau, j'étais très fan, quoi. Je suis très fan de musique vraiment avant-gardiste, moderne, et ancienne, mais la guitare classique que je jouais, elle n'existait pas à l'époque. Du coup, je me suis dit, tiens, j'ai envie de jouer ça. Et pourquoi pas sur l'instrument pour lequel c'était prévu. Donc, j'ai commencé par la guitare baroque. Et puis, alors, je suis allé de plus en plus loin vers les trucs anciens. Si ça se trouve, dans 3 ans, vous me retrouvez à jouer de la musique médiévale. Votre répertoire, c'est de la musique anglaise du XVIIe siècle. Là encore, pourquoi avoir choisi cette période et pas une autre? Choisi, je sais pas si nous, on a choisi la période ou si elle nous a choisi. Parce que en gros, on était au conservatoire tous les deux ensemble à Bruxelles et on ne fait pas que des trucs sérieux entre élèves du conservatoire. Parfois, on fait de la musique totalement, je veux dire, aussi bêtement et aussi juste pour rigoler que n'importe qui. Et donc, un jour, on a fait un consort de kazoo. Vous voyez l'instrument stupide où on chante dedans et ça fait... Voilà. Et on a fait des trucs comme ça avec des potes. Et puis, un jour, on était comme ça là avec Justin en train de lire de la musique comme ça, on prend les partitions. T'as envie de jouer ça, machin. Bon, on lit les partitions et assez rapidement on s'est dit tiens, mais c'est cool de jouer tous les deux. Et comme on avait un assez gros crush pour ce genre de musique, c'est ça qu'on a joué en premier ensemble. On s'est dit go quoi. C'est assez groovy, c'est bien dans notre tempérament quoi. Alors, vous dites que la musique du XVIIe siècle anglaise est groovy, c'est-à-dire, vous pourriez un petit peu peut-être définir cette musique pour les auditeurs qui nous écoutent, qui n'en ont jamais entendu? Y a beaucoup d'influences à cette époque de musique populaire, en fait, qu'on pourrait très grossièrement comparer à la musique traditionnelle irlandaise, par exemple. Il y a le même genre de danse. Et il y a aussi une notion qui a été, on peut dire, presque inventée à l'époque, qui s'appelle le ground, qui est en fait une basse qui se répète et sur laquelle les musiciens improvisaient. Donc nous, souvent, on improvise parfois en concert, mais on joue aussi beaucoup d'improvisation écrite par les musiciens de l'époque. Et ça, c'est une notion qu'on retrouve maintenant aussi en musique, que ce soit en rock ou en musique pop ou en jazz aussi. Et donc ça fait aussi un lien avec beaucoup de musique qu'on entend encore beaucoup aujourd'hui à la radio ou à la télé. Donc voilà, c'est en fait finalement pas si éloigné de beaucoup de musique qu'on peut avoir dans l'oreille. Et je pense que sans le savoir, tout le monde a un petit peu un jour entendu cette musique-là quelque part. Ouais, c'est vraiment l'idée de musique de danse, c'est vraiment super présent. Et ce qui est marrant, c'est que
aujourd'hui, on retrouve ça finalement, parce que les trucs sur lesquels les gens dansent dans des boîtes de nuit, c'est aussi la même chose qu'ils vont écouter sur leur lecteur MP3 dans le métro ou dans la voiture. Et donc, c'est à la fois une musique qui a été une musique de fête quand elle est dans un contexte de fête, mais qui est aussi une musique de tous les jours, pour dandiner un peu de l'intérieur en allant au boulot. Et ça, c'est quelque chose de super moderne, et surtout, c'est quelque chose qui, quelque part, a pas tellement changé. Quand on voit quelles sont les rythmiques courantes aujourd'hui ou à ce moment-là, c'est globalement les mêmes. Quand on voit comment on construit une musique, comment on prend une chanson, comment on se l'approprie dans la pratique populaire, finalement les choses sont restées les mêmes. Moi je donne cours par exemple de guitare d'accompagnement à des ados et des adultes à l'académie. Finalement, quand je vois le matériel que je leur apporte, la façon de se l'approprier, c'est pas si éloigné de ce qu'on fait nous en musique ancienne, parce que finalement c'est effectivement des accords et une mélodie par au-dessus. C'est pas de la musique extraterrestre du tout, c'est quelque chose de très 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 proche de ce qu'on connaît. Si on devrait coller une étiquette sur votre musique, ce serait quoi? Ce serait trad, folk, musique classique? On n'en collerait pas, par pitié. On en collerait plusieurs. Ou plusieurs, les unes sur les autres. C'est ça. Ça ressemblerait à mon étui de guitare où j'ai collé plein d'autocollants de plein de villes comme ça. Parce que vous parlez de musique dansante irlandaise, donc là ça peut faire penser à du trad, à du folk, et puis la musique du 17e c'est plutôt du classique, donc il faudrait, si on devrait définir la musique, peut-être pas mettre d'étiquette, mais dire c'est quoi, c'est plutôt folk, trad... Ce serait de la musique savante populaire, je crois. Alors là, nos auditeurs sont tout à fait perdus. J'allais justement poser la question de la musique savante populaire, c'est-à-dire quand on dit de la musique classique, en fait, il faut savoir que classique, si on demande à un musicologue, il va probablement répondre oui, la musique classique, c'est de la musique qui apparaît après la mort de Bach et avant Beethoven. Et du coup, ça fait vraiment un tout petit moment, ça. Et pourtant, la musique classique, si on demande à n'importe qui dans la rue, pour n'importe qui, c'est la musique qui, globalement, se joue avec des instruments acoustiques et qui est écrite en notes de musique sur des partitions. De là, on voit qu'il y a déjà deux conceptions qui sont très, très différentes. Et nous, on va être très fort entre les deux. Parce que finalement, c'est une musique savante, oui, dans le sens où elle est écrite avec un certain nombre de conventions. Bon, ce qui est aussi le cas du rock, entre nous. Donc je vois pas pourquoi cette musique-là serait pas savante, mais ok, ça peut rentrer dans les musiques savantes, puisque ça a été aussi une musique de cour, ça a été une musique qui a touché les élites, évidemment, mais c'est aussi une musique populaire, dans le sens où c'est aussi de la musique qui se partageait, de la même façon que se partagent aujourd'hui les tablatures de Coldplay sur Internet. À l'époque, on trouvait aussi des gens qui passaient leur temps ils avaient entendu un truc, ils allaient faire leur petite tablature maison, l'écrire, c'était manuscrit, c'est pas sur Internet, l'écrire dans leur petit livre où ils consignaient les trucs, et ils allaient éventuellement la passer à leurs voisins, leurs cousins, pour jouer ensemble. Donc c'est vraiment de la musique savante, si on veut, dans le sens où elle correspond à tout un nombre de codes, mais vraiment aussi de la musique très populaire, parce que c'est de la musique que tout le monde pouvait faire chez soi. Le luth, c'était vraiment l'instrument roi à l'époque, je vais dire, dans le même sens où la guitare, aujourd'hui, est un des instruments les plus populaires du monde, ou même le ukulélé, à la limite. On danse dans vos concerts? On aimerait bien, mais on n'a pas encore vu trop des gens danser. Un tout petit peu une fois. C'est arrivé une fois, ça arrive parfois. Donc mais quand il y a la place. Quand il y a la place déjà, et puis c'est vrai que souvent les gens viennent et effectivement imaginent un concert classique, donc ils restent assis sur la chaise un peu sagement à écouter. Ce qui est bien pour certains morceaux, mais pour d'autres morceaux, justement, quand par exemple avec la guitare, où on a souvent c'est des pièces un peu plus rythmées et un peu plus dynamiques, on aimerait bien que les gens se mettent à danser. Donc vous pourriez organiser un bal folk. J'ai mis une étiquette là sur votre musique. Est-ce qu'on pourrait organiser un bal folk? Est-ce qu'on pourrait organiser un bal folk? Avec vos musiques du XVIIe siècle, puisque vous dites qu'on peut danser dessus. Oui, tout à fait. Moi, j'ai étudié en France, à Tours, où c'est un grand centre de musique Renaissance, et tous les ans, ils organisent un bal dans la mairie de Tours avec les élèves du conservatoire et les profs, évidemment. Et donc c'est assez drôle parce que tout le monde est costumé, on peut louer des costumes Renaissance à l'entrée, donc c'est assez rigolo, c'est presque les gens qui sont en habit du XXIe siècle qui ont l'air pas à leur place. Et les intervenants, souvent les profs, apprennent aux gens à danser la musique de la Renaissance, à des gens qui n'y connaissent rien du tout, et donc les gens vraiment jouent le jeu, et ça marche très très bien. Moi je suis allé plusieurs fois et c'est tout à fait possible. Et voilà,
encore une fois, cette musique de la Renaissance et la musique folk, il y a beaucoup de similarités dans le type de danse et tout ça. C'est souvent des sortes de rondes en fait qu'on retrouve aussi en musique trad. Et, donc oui, question répertoire, c'est clair que les trois quarts de ce qu'on joue, je pense, ce sont des grandes de danse, des gaillardes, tout ça. Donc, ouais, pourquoi pas, bonne idée. Votre duo s'appelle les Sweet Devils, c'est-à-dire les doux diables. D'où vient le nom ? Je sens que ça va être pour moi, ça. Alors, on était à la recherche du nom parfait pour notre ensemble. Et donc, on s'envoyait des messages par Facebook avec des propositions toutes plus débiles les unes que les autres, hein, parce qu'il faut savoir qu'on a un humour parfois un petit peu spécial. Et donc, on s'envoyait des propositions et à un moment, on a même... c'est Justin qui a eu cette idée-là. Sur Internet, il y a des trucs qui sont des espèces de générateurs de noms de groupes de rock, mais complètement ironique évidemment, et alors on a testé quelques trucs comme ça. On n'a pas trouvé comme ça, mais un beau matin, j'ai envoyé « Hey, pourquoi pas Sweet Devils ?» Et alors là, il a fait « Ouais !» Et on va mettre un « E » à la fin, parce que en fait, dans les écrits du 16e, 17e siècle, donc la musique qu'on écoute, qu'on joue aussi, il y a... L'orthographe n'est pas la même que maintenant, hein, ça on s'en doute, et beaucoup d'adjectifs qui finissent aujourd'hui par une consonne finissaient à l'époque par un E, et donc on s'est dit tiens, on va garder ça va faire un petit peu le petit clin d'œil. Vos concerts, vous les faites en Belgique, en France. Vous êtes déjà allé jouer de la musique anglaise en Angleterre ? Pas encore. L'Angleterre ne nous a pas encore appelés, mais notre adresse c'est sweetdevils@gmail.com. On va peut-être parler de la fabrication des luttes, puisqu'en fait, vous êtes un groupe de musique complet, enfin un duo complet. Vous jouez les instruments et vous les fabriquez aussi. Là aussi, comment ça se passe la fabrication d'un instrument ? Ça prend du temps, déjà. Ça se passe lentement. Décrire comme ça en 2 mots, c'est difficile. Il y a beaucoup d'étapes, mais il faut évidemment partir d'un plan et avoir évidemment de la... Comment dire ça ? De la matière. De la matière et puis aussi... C'est la même matière qu'un violon, qu'une guitare ? Ça reste du bois, oui. Donc les essences de bois varient. Pour un violon, par exemple, la table d'harmonie est faite en épicéa comme pour les luttes. C'est le bois le plus léger, le plus solide pour cet usage. Et après, les luttes, en fait, il y a un peu moins de conventions, on va dire, que les violons. Et à l'époque, beaucoup des gens, c'était la lutherie un peu expérimentale, en fait, pour l'époque. Et j'utilisais beaucoup des bois qu'ils avaient sous la main, donc beaucoup de fruitiers ou des arbres comme ça, assez faciles qu'on trouvait un peu partout en fait. Et évidemment, chaque bois va sonner un peu différemment. Mais voilà, et puis il faut aussi évidemment quelqu'un pour nous guider. Et vous les fabriquez comme ils étaient fabriqués au XVIIe siècle ? On essaye, oui, au maximum, en fonction des instruments qui nous restent dans les musées, en espérant qu'ils n'ont pas été trop modifiés depuis le XVIe siècle. Donc après, souvent on travaille d'après des plans de ces instruments qui ont été faits par des professionnels. Après, j'avoue aussi qu'il y a des moments où on vit au XXIe siècle et on ne se gêne pas de profiter de certaines petites avancées technologiques comme l'éclairage électrique par exemple. L'éclairage électrique, ça veut dire que vous avez des lampes dans vos luttes ? Non, je veux dire pour la fabrication vraiment Il travaille pas à la bougie. Exactement, voilà, je travaille pas à la bougie, je m'arrête pas à 17h l'hiver. Donc voilà, il y a aussi des choses qui sont mécanisées, certains, comment on va dire, certains outils, des perceuses, des choses comme ça. Et voilà, après on essaye quand même au maximum. C'est un peu finalement comme faire de la musique, on essaye de faire comme on pense qu'ils auraient fait à l'époque, tout en sachant qu'on ne sait pas comment ils ont vraiment fait, puisque on n'y était pas, il n'y a pas d'enregistrement, et donc voilà. C'est pareil pour la construction. La construction, on a des traces, donc on peut voir comment ça a été fait. Donc des fois, on choisit, si on voit par exemple une erreur sur un instrument historique, il y a des gens qui vont répliquer cette erreur. Ça peut être par exemple l'usure sur du vernis, par exemple, qui fait que la couleur du vernis s'en va, ou bien quelque chose qui n'est pas exactement, on va dire, symétrique sur un instrument historique. Il y a des gens qui vont le recopier, ou on peut aussi se dire que voilà, on a conscience que l'instrument a peut-être évolué au cours du temps, ou qu'il a peut-être été fait pas parfaitement, puisque voilà, l'erreur est humaine. Et donc on essaye de corriger certaines erreurs, ou pas en fait. Je pense que c'est comme avec l'interprétation, où sur ça, on est... c'est un parti pris, mais sur lequel on a, je pense, à peu près le même avec Justin, c'est qu'on essaye d'être plus proche de l'esprit que de la lettre. Parce que finalement, nous, on est des gens du XXIe siècle, on vit dans une société du XXIe siècle, on a des oreilles et des mains du XXIe siècle, donc
ce serait pour nous assez contre-productif, et pour le public aussi peut-être pas la meilleure approche, ou en tout cas la plus confortable, que de faire comme si on était des personnes du XVIe siècle. Donc voilà, on a une approche en tant que personne du XXIe siècle, avec le maximum de ce qu'on peut avoir comme connaissance. On va chercher à savoir tout ce qu'on peut savoir, et en même temps, on ne va pas se leurrer, on ne va pas faire semblant d'être des personnes de la Renaissance. On est des personnes du XXIe siècle. Exactement, on n'est pas les visiteurs. Sinon, on serait... je pense que ce serait assez contre-productif de penser qu'on a le choix entre être en décalage par rapport à la musique qu'on joue ou entre être en décalage par rapport à notre époque. Alors qu'on peut totalement avoir un plaisir fou à prendre tout ce qu'on aime des deux et tout ce qu'on sait des deux. Ça y est, c'est fini.